Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Dialogue avec le gouvernement. Dialogue ce soir, c'est avec M. Bessolé René Bagoro, ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, garde des Sceaux. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bonsoir, M. Sanfo. Oui, alors vous êtes à la tête donc d'un des départements ministériels les plus sensibles actuellement, et cela au regard des nombreuses attentes des citoyens burkinabés. Au-delà des dossiers emblématiques comme celui de Norbert Zongo, Thomas Sankara ou encore celui de l'insurrection qui cristallise aujourd'hui la soif de justice des Burkinabés, il y a ces milliers de personnes dont les dossiers sont en attente dans les juridictions et qui pointent du doigt une certaine lenteur du système judiciaire. C'est de tout cela que nous allons parler ce soir, mais aussi des actions engagées par vos départements pour relever les grands défis dans le secteur. Et pour conduire les échanges ce soir, je suis en compagnie de mon confrère Loukman Sanfo, directeur de la radio privée Watt FM. Bonsoir Loukman Sanfo. Bonsoir Jean-Emmanuel, bonsoir Monsieur le ministre, bonsoir Mesdames, Messieurs. Voilà, et tout de suite nous allons ouvrir la toute première rubrique. Améliorer le fonctionnement de la justice tout en préservant les droits humains, nous sommes au cœur même des défis qui se posent aujourd'hui au monde de la justice au Burkina. Problèmes d'effectifs, construction de tribunaux, de pénitenciers, amélioration des conditions de travail des agents, liberté de la justice, c'est de tout cela dont il est question. L'état des lieux dans ce reportage que nous vous proposons. Entendu dans le sens de l'appareil administratif chargé de rendre la justice, est un service public pas comme les autres. La Constitution du Burkina Faso, adoptée le 2 juin 1991 et promulguée le 11 juin 1991, l'a érigée en pouvoir. Le pouvoir judiciaire est le fondement de l'état de droit et le droit d'accès à la justice reste un droit fondamental. Au Burkina Faso, la quête d'une justice pour tous reste une priorité politique de premier ordre. En effet, plusieurs réformes ont été menées ces dernières années par le gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de la justice afin de garantir l'indépendance et l'efficacité de la justice. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'organisation des États généraux de la justice, tenus du 24 au 28 mars 2015 et qui ont permis de faire un diagnostic complet du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ils ont abouti à l'adoption du Pacte national pour le renouveau de la justice qui vise à consolider l'état de droit au Burkina Faso. Pour la mise en œuvre de ce pacte, un plan d'action qui couvre la période 2015-2019 a été élaboré par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. À ce titre, certains dossiers judiciaires en souffrance depuis de nombreuses années ont connu une avancée significative. S'agissant de l'accès à la justice, un fonds d'assistance judiciaire a été créé et opérationnalisé en 2016 en vue de permettre l'accessibilité financière des populations vulnérables aux services judiciaires. Malgré ces actions, de nombreux défis restent à relever au plan institutionnel, organisationnel, mais également en termes de changement des rapports entre les justiciables et le système judiciaire dans son ensemble. Il s'agit entre autres de l'amélioration de l'accessibilité physique par la création et l'opérationnalisation de nouvelles juridictions et de nouveaux établissements pénitentiaires, du renforcement de la confiance entre la justice et les justiciables, de l'effectivité de l'indépendance de la justice, de la prise en compte des droits humains à toutes les étapes de la procédure pénale, de l'exécution des décisions de justice, de l'humanisation des lieux de détention, et de l'accroissement de l'effectif des magistrats et des auxiliaires de justice, ainsi que l'amélioration de leur formation. En vue de contribuer à trouver une réponse à ces défis devant permettre l'égal accès de tous les Burkinabés à la justice, le Burkina Faso a adopté la politique nationale de la justice dont la vision à l'horizon 2027 est de disposer d'une justice crédible, accessible à tous, et respectueuse des règles d'un état de droit qui garantit aux femmes et aux hommes l'effectivité de leurs droits pour une nation pacifique et solidaire. Cette politique,
qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PN2S, devrait permettre que les populations, dans leur diversité, aient une meilleure satisfaction des services rendus par la justice et la protection de leurs droits. Voilà pour ce tableau d'ensemble. À présent, Monsieur le ministre Loukman Sanfo, nous allons suivre quelques réactions des premiers acteurs recueillis sur le terrain. On avait depuis un certain nombre d'années fait des efforts pour promouvoir effectivement donc la justice. Et cela se fait donc à travers l'accessibilité donc des justiciables, de la population donc à la justice. Le gouvernement a fait des efforts, a adopté un certain nombre de textes qui garantissent vraiment l'indépendance du pouvoir judiciaire. Au nombre de ces textes, on peut par exemple relever le statut actuel de la magistrature. On peut également relever le statut actuel du Conseil supérieur de la magistrature. Les droits humains au Burkina Faso se portent bien. Et j'en veux pour preuve le plébiscite du rapport du Burkina Faso lors de son passage à l'examen périodique universel et également notre brillante élection au Conseil des droits de l'homme avec 183 voix. Je voudrais saluer les efforts multiples, multiformes qui sont entrepris par le gouvernement en vue de renforcer les actions de la garde de sécurité pénitentiaire, en vue de renforcer l'humanisation dans les établissements pénitentiaires et la réinsertion sociale. La justice burkinabé fait certes des efforts, mais quand vous avez 100 km à parcourir et vous allez au rythme de l'escargot, qu'est-ce que vaut vos efforts? Il faut adapter le rythme aux attentes des justiciables. Il y a trop de lenteur. Nous avons demandé une indépendance de la justice, mais à y voir de près, on dirait que c'est les acteurs même qui ne veulent pas très vite s'approprier cette indépendance-là. En matière de justice, tout le monde est unanime pour dire que l'appareil judiciaire burkinabé connaît une crise de crédibilité qui est due à plusieurs facteurs. L'un des premiers facteurs est celui de l'ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires de la justice. Malgré les démentis officiels de nos autorités, nous avons constaté que cela demeure. La façon dont ils traitent les dossiers de crimes économiques nous pose des problèmes. Nous avons l'impression qu'il y a une absence de volonté de lutter contre le phénomène de la corruption. Au lieu de s'appuyer sur la loi anticorruption, il s'appuie en général sur le code pénal. La première difficulté, c'est la surpopulation carcérale. Et je crois que cette surpopulation-là se vit dans la plupart des établissements pénitentiaires. Quand je prends le cas de Gawa, la MAC est construite pour accueillir 100 places. Et en ce moment, nous avons 275 détenus. Quand on prend une juridiction comme de Dougou, pour ce qui concerne le parquet, avec un seul substitut, j'avoue qu'il est difficile pour nous de vraiment nous en sortir, d'atteindre les résultats qu'on s'est fixés. L'une des grandes difficultés auxquelles nous faisons face, c'est justement l'adéquation entre le travail du juge et la compréhension du justiciable. Parce que comme on le dit très souvent, la justice est rendue au nom du peuple. Et si ce peuple n'adhère pas à cette décision, ou si ce peuple ne comprend pas la portée ou la base de la juridiction, il y a effectivement un déphasage qui fait que pour le juge, il y a un sentiment d'insatisfaction pour avoir rendu un travail dans les règles de l'art, mais dont les résultats ne sont pas compris. Voilà, Monsieur le ministre, trop de lenteur, crise de crédibilité, surpopulation carcérale, insuffisance du personnel, que de griefs. Monsieur le ministre, pour la mise en bouche, dites-nous, pour faire face à toutes ces préoccupations-là, est-ce que vous disposez aujourd'hui d'une stratégie claire, d'un tableau de bord pour véritablement donc, faire face à tous ces défis? Merci, M. Ouédraogo. Je voudrais, avant toute chose, m'incliner devant la mémoire des 4 éléments de la gendarmerie nationale qui ont trouvé la mort dans la région de l'Est et qui ont été enterrés ce matin. Je voudrais également remercier le service d'information du gouvernement
qui a facilité cette émission, et vous également au niveau de la télévision nationale, avec votre confrère, donc l'ensemble de la presse, et remercier vos téléspectateurs qui sont actuellement à l'écoute. Les faits qui sont décrits sont une réalité. L'impression que les uns et les autres ont du fonctionnement de la justice, comme quelqu'un l'a dit, heureusement que c'est une impression, mais je dois dire qu'aujourd'hui, nonobstant les critiques qui sont faites à l'endroit de la justice, il y a un effort qui est fait, nous allons revenir là-dessus, parce que quand vous prenez l'annuaire statistique et le tableau de bord statistique du ministère en charge de la suite des droits humains de 2017, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Maintenant, est-ce que nous disposons d'une stratégie claire? C'est exact. Nous appliquons le programme du chef de l'État, et vous savez qu'en ce qui concerne la justice, il y a un certain nombre de choses qui ont été définies, notamment le renforcement de l'indépendance de la justice, notamment le renforcement de l'accessibilité physique, psychologique et financière de la justice. Et nous sommes en train de travailler ça. Et quand vous prenez le PNDS, il y a un certain nombre d'actions, nous reviendrons là-dessus. Donc oui, nous disposons d'une stratégie claire, que ce soit en matière judiciaire, en matière pénitentiaire ou en matière de droits humains. Et en cela, nous avons une vision claire. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le programme national de justice, il y a également les états généraux qui ont été faits. Mais tout ça, vous savez qu'en son temps, les acteurs aujourd'hui au pouvoir avaient signé. Donc la vision que nous avons aujourd'hui est conforme à ce qui a été dégagé lors des états généraux de la justice. Donc, vous nous rassurez ici que vous avez bien entendu une vision, une stratégie bien claire, mais entre ce que vous avez comme vision et le besoin pressant des populations, par où vous mettez les points d'honneur? Quelle est la priorité de priorité aujourd'hui? Alors d'abord, il faut savoir que nous sommes bien évidemment limités par les moyens, et ça c'est l'ensemble de l'État, par les moyens. Malheureusement, la nature ne nous ayant pas bien dotés au niveau de notre pays, nos ambitions ne sont pas toujours en adéquation avec les moyens que nous avons. Alors bien évidemment, nous avons de grandes ambitions, mais les moyens ne sont pas en adéquation, donc bien sûr qu'il faut faire des priorités. C'est pour cela que ce soit dans le domaine de l'administration judiciaire, l'objectif aujourd'hui, c'est non seulement de renforcer l'indépendance de la justice, et vous allez vous rendre compte, nous reviendrons là-dessus, que depuis pratiquement 2016, il y a un certain nombre de mesures qui ont été faites pour renforcer l'indépendance de la justice, notamment par exemple les textes d'application du statut du Conseil supérieur de la magistrature et du statut de la magistrature lui-même, qui ont été pris pour permettre non seulement de donner plus de moyens aux magistrats pour travailler, mais de leur donner plus de liberté pour travailler. Et aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature est totalement autonome, avec un budget autonome qui aujourd'hui est de l'ordre de 300 millions, qui est passé entre 100 millions en 2015 et 200 millions en 100 millions en 2016, 200 millions en 2017 et 2018, on a 300 millions. Et le Conseil supérieur de la magistrature aujourd'hui dispose d'un bâtiment, donc avec ses services. Ça, ce sont des signes. Aujourd'hui, nous avons également développé un certain nombre de mesures. Il y a des divisions qui sont en train d'être construites. Et en ce qui concerne les droits humains, par exemple, nos priorités, c'est que quand nous sommes arrivés, nous avons dit qu'il faut... Le Burkina est en retard dans la production de ces rapports. Vous savez que lorsque vous ratifiez des conventions, vous devez produire des rapports périodiques. Et le Burkina est en retard. Nous avons travaillé, c'était une de nos priorités, nous avons travaillé de sorte à ce qu'aujourd'hui, le Burkina est à jour dans la production de ces rapports. Ok. Monsieur le ministre, je pense qu'on va développer plus longuement sur toutes ces questions plus tard, parce que le principe de l'émission, la priorité est aux questions des citoyens. Et tout de suite, nous vous proposons de suivre la première. Pourquoi les personnes, il y a un certain nombre de personnes qui sont détenues dans les maisons d'arrêt et correction et jusqu'à présent, ils n'ont pas été jugés et les dossiers traînent dans les tiroirs ou bien quelque part. Alors, monsieur le ministre, vous l'avez entendu vous-même, ça pose la question de la diligence dans le traitement des dossiers judiciaires. Oui. Pourquoi il n'y a pas de promptitude à l'action au niveau de notre justice? Non, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de promptitude. Peut-être que si l'intéressé nous avait donné des cas spécifiques pour dire quand est-ce qu'ils ont été arrêtés, quel est le type de procédure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut catégoriser les personnes qui sont en détention en trois types. Vous avez ceux qui sont arrêtés, interpellés, suivant la procédure de flagrant délit. Ça veut dire que ce sont un certain nombre d'infractions avec des peines qui ne dépassent pas un certain quantum et donc pour lesquelles les jugements se font tous les jours. Se font tous les jours parce que dans tous les tribunaux de grande instance, vous avez des chambres correctionnelles permanentes. Et là, ça se passe tous les jours, sauf s'il y a des raisons de renvoi de dossiers, mais ce n'est pas des cas énormes. Vous avez une deuxième catégorie de détenus qui sont les
détenus préventifs qui sont dans les cabinets d'instruction. Et comme tel, vous savez, le juge d'instruction doit chercher un certain nombre d'éléments, faire des enquêtes, et donc ça peut donner l'impression que le dossier traîne. Parce que lorsque quelqu'un est dans un cabinet d'instruction, la procédure ne peut pas aller au même rythme que celui qui passe en procédure de flagrant délit. Et vous avez une troisième catégorie de justiciables qui sont ceux qui sont justiciables des assises criminelles. Ça veut dire que ce sont des gens, peut-être on a fini leur dossier, il faut programmer. Donc en réalité, c'est peut-être une impression, mais je reviens encore, quand vous prenez l'annuaire statistique et le tableau de bord statistique du ministère, vous allez vous rendre compte que les magistrats font énormément d'efforts et les délais sont réduits. Monsieur le ministre, mais cette impression, vous n'allez pas nous dire qu'elle est complètement dénuée quand même de sens et qu'elle n'est pas en phase avec quand même la réalité, parce que le ressenti de la population, c'est également ça. Je pense que l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens voient effectivement de façon concrète les choses changer. Non, cette impression n'est pas en phase avec la réalité, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, je vous donne un exemple, j'ai suivi une émission une fois, et quelqu'un qui a appelé, qui dit, bon, le ministre de la Justice, il va lui donner 4. Et quand on lui demande pourquoi, il dit, parce que moi, j'ai été arrêté, j'ai fait 11 mois sans jugement. Donc, il faut faire un rapport entre le nombre de travail qui est fait et des cas usuels. Nous ne disons pas, comme dans toute œuvre humaine, il y a des situations. Mais de là à dire que c'est une lenteur d'ensemble, ce n'est pas vrai. Parce que nous avons aujourd'hui le tableau de bord statistique, nous avons l'annuaire, et vous allez, si vous venez, vous faites des statistiques, le travail est aujourd'hui fait avec célérité dans certaines situations. En réalité, il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels nos concitoyens malheureusement ont fait des fixations. Et tant que malheureusement ces dossiers ne sortent pas, on aura toujours l'impression qu'il y a de la lenteur. Sinon, si vous faites les statistiques, aujourd'hui, ce n'est pas pour défendre les magistrats, mais il y a un travail énorme qui est fait. Et donc sur ce point-là, je ne partage pas cette idée qui consiste à dire qu'il y a une lenteur d'ensemble. Oui, il y a des dossiers pour lesquels on aurait souhaité que ça aille vite, mais je reviendrai là-dessus. Vous savez qu'en matière de jugement, les dossiers sont souvent, ce n'est pas le juge qui conduit souvent le dossier, mais malheureusement c'est le dossier qui le conduit au regard de la complexité des faits. Ok, monsieur le ministre, on va écouter la deuxième question. Monsieur le ministre, pouvez-vous revoir les lourdes peines pour les personnes incarcérées dans les maisons d'arrêt? Alors, je voudrais d'abord lui citer beaucoup de courage. Je suppose que c'est quelqu'un qui est en détention. Alors, vous savez, nous avons révisé effectivement le code pénal. Il y a un certain nombre d'infractions qu'on estime que ce sont des atteintes graves quand même à des valeurs de société, etc., qu'on a aggravées. Mais ce que je peux lui dire, c'est que s'il estime qu'il y a des peines lourdes, il y a toujours des voies de recours. Maintenant, s'il a épuisé les voies de recours, il y a des procédures légales d'aménagement des peines et je crois qu'il faut qu'il use de ces voies. Mais nous pensons que face à un certain niveau de criminalité, c'est vrai que le code que nous avons adopté, il y a des infractions dont on a augmenté le quantum des peines. Bon, mais de là à dire que des peines lourdes, non. Peut-être qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir mériter une telle peine. Parce que les juges appliquent à des faits précis des règles de droit et donc à ce niveau-là, je pense que nous prenons en compte ce qu'il a dit et peut-être on verra et concrètement qu'est-ce qu'il a voulu dire. Ok, monsieur le ministre, tout de suite, nous vous proposons de suivre la troisième question. Demander à monsieur le ministre de la Justice pourquoi on juge le dossier du putsch manqué alors qu'il y a le dossier de l'insurrection qui est là. Il y a eu, je crois, plus de morts que le coup d'État manqué. Merci, M. Dolly. Je voudrais lui dire tout simplement que ce qu'il doit savoir, c'est qu'au niveau de la justice, il n'y a pas de priorisation de dossiers. Le dossier de l'insurrection, tout comme le dossier du coup d'État, sont des dossiers qui sont allés dans des cabinets d'instruction. Ce qu'il doit savoir aussi, c'est que le dossier du coup d'État, les juges qui ont le dossier ont beaucoup moins de complexité que ceux qui ont le dossier de l'insurrection. Pourquoi? Vous le savez, et il le sait M. Dolly, que pendant l'insurrection, le système qui est en place n'a pas pu rassembler les preuves et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont soupçonnés d'être à l'origine de ces faits sont à l'extérieur. Donc, le dossier de l'insurrection est un dossier assez complexe. Parce qu'au moment où les faits se passaient, il n'y avait malheureusement pas un système au niveau judiciaire qui a pu rassembler les preuves. Donc, les juges qui ont le dossier, je reviendrai là-dessus, sont en train de tout mettre en œuvre pour rassembler les preuves. Or, le dossier du coup d'État, comme tout le monde le sait, c'est un dossier, certes, qui est allé à l'instruction, mais moins complexe. Pourquoi?
Parce que la plupart des présumés auteurs étaient facilement identifiables, soit par la presse, soit parce que certains ont reconnu des faits. Et la collecte des preuves était plus facile parce qu'en ce moment, au moment où les faits se passaient, le système judiciaire avait mis en œuvre une stratégie pour pouvoir collecter les éléments. Donc, en réalité, c'est parce que dans le dossier du coup d'État, les preuves ont été facilement rassemblées et que les présumés auteurs ont été facilement identifiés que le procès se tient. Ce qui n'est pas le cas pour le dossier de l'insurrection. Or, vous le savez, le juge, il agit à travers des règles. S'il n'a pas d'éléments palpables, c'est difficile de faire juger. Donc, il n'y a pas de priorisation à ce niveau. Mais ici, monsieur le ministre, si le juge n'a pas d'éléments palpables sur ce dossier de l'insurrection, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, de ne jamais savoir ce qui s'est passé? Non, le juge... que personne ne puisse... Non, monsieur Ouedraogo, le juge mène son enquête. Il a l'obligation de mener les enquêtes. Si le juge estime qu'aujourd'hui, il est sur des pistes, mais il n'a pas encore des éléments suffisants. Dans tous les cas, dans tous les dossiers qui sont dans un cabinet d'instruction, il y a deux issues. Soit le juge mène son enquête et il arrive à conclure qu'il y a des faits reprochables à des personnes données et il va prendre une ordonnance de clôture et les renvoie devant le droit. Ou alors il estime que, malgré tout ce qu'il a fait, il n'est plus en mesure de pouvoir avoir des éléments. En ce moment, il va faire une ordonnance de non-lieu. Mais dans le dossier de l'instruction, il y a des actes qui sont posés. Je rappelle que le dossier, si cabinet avait été saisi, en juin 2016, on a dessaisi 3 cabinets pour pouvoir concentrer les dossiers dans 3 cabinets. Il y a 8 dossiers d'instruction aujourd'hui qui sont ouverts en ce qui concerne l'insurrection populaire, dont un dossier concernant pillage a été déjà transmis au procureur pour un règlement, ce qui veut dire qu'il y a un travail qui est fait. Mais, comme je l'ai dit, le rythme du traitement d'un dossier est imprimé par sa complexité. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Parce qu'on avait vu quand même le procès qui avait débuté avec la Haute Cour de justice. Avec le blocage, justement, qui avait été enregistré. Un blocage. Il fallait donc repartir voir les textes même concernant donc la Haute Cour pour créer ce deuxième degré de juridiction, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, je crois qu'il faut faire... Là, vous m'amenez dans un troisième cas, parce qu'on parlait du suivi de l'instruction. Là, vous parlez du dossier des anciens membres du gouvernement. C'est ça. Voilà. Donc, non, le dossier n'est pas bloqué. Lorsqu'il y a eu les exceptions qui ont été soulevées, le gouvernement a fait ce qui était en son pouvoir, en modifiant bien évidemment la loi pour la rendre conforme aux standards. Ça a été fait. Il se trouve que lorsque la Haute Cour de justice était prête pour reprendre le procès, le tribunal militaire voulait également engager sa procédure. Or, vous savez, la plupart des avocats sont les mêmes qui sont devant le tribunal militaire et devant la Haute Cour de justice. Donc aujourd'hui, c'est juste une question d'organisation. Le dossier de la Haute Cour de justice n'est pas enterré. Le dossier de la Haute Cour de justice, le procureur général près la Cour de cassation, qui est le procureur près la Haute Cour de justice, l'a dit. Lorsque le dossier du tribunal militaire connaîtra son issue, le dossier de la Haute Cour de justice ressortira. Parce que c'est tout simplement une question. Si vous ouvrez les deux à la fois alors que les avocats doivent aller dans les mêmes endroits, c'est difficile. Donc, le dossier n'est pas bloqué en l'état actuel, c'est juste une question d'organisation. Est-ce qu'il y a un agenda précis pour reprendre ce procès? Non. Ou bien il faut attendre la fin? Vous savez, en matière de procès, on ne peut pas avoir d'agenda. Parce que, vous voyez, le procès a commencé bientôt 6 mois. Donc, dans tous les cas, la Haute Cour de justice est prête. Dès lors que le dossier devant le tribunal militaire connaîtra son issue, ils vont s'arranger pour pouvoir engager les procédures. Donc, je répète, ce n'est pas un blocage, c'est juste une question d'organisation interne à la justice pour permettre d'avoir plus d'efficacité dans la gestion de ces dossiers. Alors, monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la justice militaire qui tient le procès actuellement du coup d'État manqué. Alors, aujourd'hui, d'aucuns estiment qu'on n'a pas besoin forcément de cette justice militaire dans la forme actuelle. On estime qu'il faut avoir simplement des chambres militaires dans les tribunaux classiques. Quel est votre point de vue là-dessus? Non, vous savez, moi, je n'ai pas de point de vue là-dessus. Dans tous les cas, ce que je vais dire, c'est que l'idée de ne pas vouloir de la justice militaire, on peut en discuter. Mais ce que les gens doivent savoir, ce n'est pas au moment où des faits sont commis, donc ils sont justiciables du tribunal militaire, qu'on dit qu'il faut les supprimer. Le débat de la suppression du tribunal militaire pourrait venir avant. Mais vous savez qu'en matière d'infraction, on ne peut pas créer un tribunal nouveau pour pouvoir juger des faits. Donc aujourd'hui, ceux qui passent devant le tribunal militaire ont commis des faits, sont censés avoir commis des faits, qui au regard de la loi sont justiciables du tribunal militaire. Et je rappelle que le tribunal militaire n'a pas été créé par le régime actuel. Le tribunal militaire a été créé depuis longtemps et certains aujourd'hui qui sont des chantres de la suppression du tribunal militaire étaient là, n'ont jamais eu à réduire par rapport au tribunal militaire qui a eu à juger des gens. Donc moi, le débat sur l'existence ou pas du tribunal militaire ne me dérange pas, mais je dis qu'aujourd'hui,
ceux qui comparaissent devant le tribunal militaire le sont parce qu'au regard de la loi actuelle, c'est ce tribunal qui est compétent. Ok, monsieur le ministre, on va poursuivre avec une autre question d'un citoyen. Monsieur le ministre, à quand la justice dont les Burkinabés victimes de toutes les situations, à quand cette justice réelle? Est-ce que réellement la justice est libre? La justice est-elle libre, monsieur le ministre? Oui, bon, c'est-à-dire que c'est difficile de demander à un ministre de la justice si la justice est libre ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est lui qui apprécie. Mais je vous ai dit tout de suite, depuis pratiquement 2016 que nous sommes arrivés, beaucoup de réformes ont été faites pour rendre la justice libre, en tout cas sur le plan textuel. Mais je dois dire, la liberté de la justice, les questions d'indépendance sont avant tout des questions personnelles. Mais il y a eu quand même des situations, on a vu le responsable du MBDHP l'a évoqué tantôt, il y a eu cette question entre-temps donc de ce mandat d'arrêt qui devait être lancé, en tout cas contre Guillaume Soro. Et derrière, on a vu on a eu l'impression qu'on a un peu tordu le bras à la justice. Et il y a eu même, on est allé jusqu'à déchirer le primitif, monsieur le ministre. Est-ce que là, ce n'était pas quand même une preuve flagrante d'une intervention extérieure? Oui, mais si vous avez la preuve, vous la donnez. Pourquoi est-ce que vous allez interpréter? Et j'ai dit, si on devrait... On nous a clairement dit que ça a été géré de façon diplomatique. On vous a dit diplomatique, mais gérer diplomatique ne veut pas dire déchirer un primitif. Non, gestion diplomatique ne veut pas... Voilà. Ce que je vais dire, c'est que nous avons un paradoxe dans notre pays qui consiste à vouloir de l'indépendance de la justice, mais à s'offusquer lorsqu'une décision est rendue qu'elle ne correspond pas à ce qu'on aurait souhaité. Parce que quand je vois des leaders de société civile et autres qui crient, je veux bien qu'ils nous disent, est-ce qu'ils ont des éléments palpables que le gouverneur a intervenu dans tel ou tel dossier? Les juges peuvent se tromper comme tout autre humain. Donc moi, aujourd'hui, depuis que je suis ministre de la Justice, je ne suis jamais intervenu auprès d'un juge et je défie quiconque de le dire. Voilà. Et le chef de l'État ne m'a jamais donné de telles instructions pour le faire. Donc, maintenant, l'interprétation qu'on peut faire de la gestion d'un dossier peut être fonction de ce qu'on aurait souhaité. Et ça, c'est peut-être dommage. Je crois que l'indépendance de la justice n'est pas aussi exigible du seul gouvernement, c'est aussi de la société civile et des citoyens qui ne doivent pas vouloir rendre des décisions selon le schéma qu'ils ont tracé. Mais quand on ne fait pas ça, pas d'indépendance. Dans le cas présent, monsieur le ministre Loukman Sanfo le disait, c'est qu'on a estimé derrière qu'on gérait diplomatiquement le problème. Non, la gestion diplomatique d'un dossier, vous savez que la diplomatie intervient toujours dans la gestion des dossiers judiciaires, même ce n'est que pour l'exécution. Mais ça ne veut pas dire... Est-ce que c'est normal? Si, c'est normal, je vais vous expliquer. Quand vous émettez un mandat d'arrêt, le travail est fait par le juge, mais ce n'est pas le juge qui se lève pour aller le notifier. Il faut que ça soit transmis par la voie diplomatique. Quand on vous dit qu'on va gérer un mandat comme ça de façon diplomatique, oui, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la diplomatie prend. Et mon collègue Alpha Barry l'a dit, il n'a jamais été question de venir dans les juridictions pour gérer. Ce n'est pas possible. On a dit que c'était les conséquences. Là. Vous n'imaginez pas que quand vous émettez un acte, vous êtes juge, vous l'émettez, mais il y a des conséquences. Et ce sont ces conséquences qu'on a gérées. Et je défie quiconque aujourd'hui de nous démontrer que le gouverneur est intervenu auprès de qui que ce soit pour faire une décision. Monsieur le ministre, vous aimez défier, mais le drame de cet exécutif, c'est que en même temps, on proclame l'indépendance de la justice, en même temps, on pose des actes qui sont des impairs contre cette même justice-là. Comme quel acte? On prend par exemple l'exemple de la dissolution du conseil municipal de Saponé, où le gouvernement a pris sa décision, qui a dû être annulée par le conseil d'État. On a vu aussi l'affaire de Gourcy, où la maire a été, madame le maire a été, en tout cas, démis de ses fonctions par le MATD. Et finalement, le conseil, c'est quoi? Le tribunal administratif également qui casse la décision. Vous ne voyez pas, c'est tant d'impairs quand même que vous commettez. Non, monsieur Sanfo, vous faites un amalgame. Vous faites chacun a son travail. La prise de décision, c'est un acte administratif. Dissoudre la mairie de Saponé, révoquer ou suspendre le maire de Gourcy, ça relève de la compétence du gouvernement. Maintenant, le juge est là pour contrôler les actes du gouvernement. Est-ce que parce que vous posez un acte qui est remis en cours par la justice que c'est un défi à la justice? Non. Nous, le mais est-ce que poser des actes avec de fortes suspicions ne crise pas ici le... Il n'y a pas de forte suspicion. Le gouvernement a pensé qu'il était dans son droit, il a pris la décision. La justice est intervenue. Là où vous pouvez soupçonner le gouvernement d'interférer dans les affaires judiciaires, c'est si une décision est rendue et que le gouvernement ne l'exécute pas. Mais vous ne pouvez pas empêcher le gouvernement de prendre ces décisions. Encore que je vous dis, ce n'est pas forcément qu'une décision est remise en cause
que forcément celui qui l'a remis en cause a plus raison que celui qui l'a prise. Okay, donc ici, il n'y a pas d'interférence possible. Mais pourquoi, malgré toute votre connaissance en matière de droit administratif, le gouvernement soit toujours là à prendre des décisions qui sont plus tard annulées? Non, depuis que nous sommes là, la décision que nous avons prise, vous pouvez faire le pourcentage des décisions qui sont annulées? Non, nous prenons des décisions. Et puis je vous dis, je ne vais pas critiquer la justice, et puis je vous dis, ce n'est pas parce que forcément un juge a rendu une décision qu'il a forcément plus raison que celui qui l'a pris. Maintenant, quand une décision est rendue, on en prend acte, on ne discute pas. Mais ne pensez pas que, parce qu'une décision est remise en cause, que forcément, celui qui l'a remis en cause connaît le droit plus que celui qui l'a pris. Ok, Monsieur le ministre, on va poursuivre avec une autre question d'un citoyen. Monsieur le ministre, des acteurs de la justice ont été épinglés dans le cadre de rapports d'enquête pour des faits présumés de corruption qu'ils auraient commis. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour mettre un terme de façon définitive à la corruption au sein de la justice et pour que effectivement ceux qui ont posé des actes indélicats puissent être sanctionnés à la hauteur des actes qu'ils ont posés? Merci à M. Chanou. Je voudrais d'abord rappeler que le dossier concernant la commission d'enquête et les décisions qui ont été prises, il y a encore des procédures en cours. Donc, du fait que je ne vais pas m'exprimer là-dessus, parce que le Conseil d'État qui a été saisi a annulé la décision de mise en place de la commission, mais des acteurs judiciaires qui ont été sanctionnés ont engagé des procédures, de sorte que je ne vais pas me prononcer là-dessus. Donc, le gouvernement ne pourra dire ou savoir ce qu'il va faire que lorsque toutes ces procédures judiciaires auront pris fin. Maintenant, qu'est-ce qui est fait pour lutter contre la corruption, pour y mettre fin? Je dois d'abord dire que les tests qui ont été pris permettent au Conseil supérieur de la magistrature d'avoir largement un pouvoir. Vous savez qu'aujourd'hui, contrairement à par le passé, même les chefs de juridiction peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature s'il y a des fautes qui sont commises. Et les justiciables peuvent le faire lorsque, dans le cadre de la gestion d'une procédure, ils reprochent à un magistrat des faits qui pourrait tomber sous le coup d'une faute disciplinaire. Donc les tests sont là, maintenant il appartient aux uns et aux autres de travailler. Nous avons l'inspection des services judiciaires que nous avons renforcée et qui fait un travail, et donc de ce point de vue, il y a une volonté de lutter contre la corruption. Nous avons mis en place au sein du ministère un comité de lutte anti-corruption qui fait son travail, il y a des sensibilisations qui sont faites. Donc nous sommes conscients que nous devons intervenir aux côtés du Conseil supérieur de la magistrature pour gérer cette question. Mais il y a problème aujourd'hui, Monsieur le ministre, parce que quand on se rend compte que le rapport a épinglé un certain nombre de magistrats, oui. On a vu donc ce conseil de discipline qui a été donc mis en place, qui a entraîné une guerre de tranchées entre juges eux-mêmes, jusqu'à ce que le chef de l'État intervienne. On a vu des décisions qui ont été prises à marche forcée, mettant à la retraite d'office un certain nombre de juges, y compris la présidente du Conseil supérieur de la magistrature. Là, quand même, le citoyen s'inquiète, parce que si entre les juges, il y a cette guerre de tranchées, on a l'impression que personne ne va finalement sanctionner l'autre. Non, je voudrais vous dire que cette décision, le Conseil supérieur de la magistrature a travaillé, a fait un travail d'enquête, a siégé. Et les personnes qui ont été sanctionnées ont saisi les juridictions. Je souhaite qu'on laisse les juridictions faire leur travail et après nous pourrons nous prononcer là-dessus. Sur cette question, Monsieur le ministre, on sait aussi que dès la prise de pouvoir du président Roch Kaboré, il y a eu cette grève des magistrats pour réclamer l'indépendance de la justice. Alors, à la fin, on sait ce qu'ils ont obtenu, l'indépendance financière, vous y compris. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une certaine inaction de la part de notre justice. D'aucuns se posent la question, est-ce que cette justice-là véritablement mérite la confiance des Burkinabés? Alors, on peut aussi vous poser la question ce soir, comme l'a dit un peu Feu Salifou Diallo, qu'entre-temps, il ne faudrait pas quitter la justice des armes, plutôt le pouvoir des armes pour tomber dans le pouvoir des juges. Quelles sont les protections, quelles sont les garanties que vous offrez aux Burkinabés qu'ils ne seront pas sous l'emprise des juges aujourd'hui? Alors d'abord, je voudrais signaler que comme toute liberté, toute indépendance, toute conquête, les débuts peuvent être difficiles parce qu'il faut non seulement que les acteurs politiques, les citoyens eux-mêmes acceptent les conséquences de l'indépendance, mais il faut que les acteurs aussi judiciaires comprennent l'indépendance. Et je crois qu'il faut se réjouir aujourd'hui, moi je le reviens là-dessus, que c'est vrai, il y a des ratés que nous travaillons à corriger avec l'appui du Conseil supérieur de la magistrature, mais les magistrats sont aujourd'hui conscients que cette indépendance qu'on leur a octroyée est une lourde responsabilité. Et je pense que ce soit les syndicats des magistrats ou le secrétariat permanent ou les chefs de juridiction, nous travaillons pour que ça soit d'abord bien compris et que les gens sachent que cette indépendance n'est pas un privilège pour les juges, mais c'est une exigence de l'état de droit et que
il doit travailler à faire en sorte à mériter la confiance. Et il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Sauf que sur ce plan-là, je précise la question, sur ce plan, on a l'impression qu'on n'est pas sur en tout cas la même considération, on n'est pas égaux devant la loi comme on le dit, parce que quand n'importe quel kidam, un fonctionnaire est pris en tout cas des faits de corruption, il est qualifié comme tel, mais quand c'est les juges, on parle de monnayage, on ne sait pas si c'est une nouvelle infraction ou pas. Est-ce qu'ils ne sont pas des privilégiés finalement? Non, mais si vous pensez qu'un juge est auteur d'actes de corruption, d'ailleurs j'ai vu certaines structures parler, les gens peuvent engager des procédures. Je vais dire ici, il y a eu une enquête qui a été menée. Pour les cas flagrants qui sont là, on n'arrive pas à traiter. Non, mais vous savez qu'est-ce que vous appelez cas flagrant? Vous avez déjà eu le cas où on a la commission d'enquête a clairement situé les responsabilités. Mais les résultats de la commission d'enquête ont été attaqués. Donc c'est pour ça que je vous dis, attendons que la justice se parle. Parce que très souvent, je vais vous donner un exemple. Même dans la presse, très souvent, des gens disent, même pour des faits, des dossiers emblématiques comme le dossier Nobel Zongo ou le dossier Thomas Sankara, qui donnent l'impression qu'ils savent qui a fait quoi. Mais quand ils sont convoqués devant le juge, ils ne disent pas plus que ce que des rumeurs qu'ils véhiculent. Et donc ici, la commission d'enquête a fait son travail, il y a des gens qui ont été sanctionnés. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, nous attendons les décisions des juridictions et après nous en tirons les conséquences. Mais si vous avez des cas d'un magistrat vraiment convaincu du fait de corruption, que vous avez des éléments, je rappelle que vous pouvez saisir directement le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ils ont ce qu'ils appellent une commission d'admission des requêtes qui va étudier. Ou alors vous allez directement vous porter plainte et le dossier va être instruit. Nous vous saisissons au niveau du ministère, nous allons saisir l'inspection pour faire diligenter la on va suivre tout de suite une autre question d'un citoyen. Monsieur le ministre, tout en saluant les efforts de votre département, j'aimerais tout de même savoir, n'ayant pas lu le programme politique du chef de l'État, au titre du quinquennat donc, du chef de l'État, quel est le nombre de maisons d'arrêt et de correction qui ont été prévues d'être construits? Quel est le nombre de palais de justice qui ont également été prévus d'être érigés au cours du quinquennat? Et enfin, où est-ce que l'on en est avec le projet de construction du siège des hautes cours? Merci, je voudrais l'inviter quand même à lire le programme du chef de l'État parce que même s'il ne s'y reconnaît pas, c'est quand même le programme aujourd'hui qui gère le pays. Ça peut lui donner plus d'informations. Mais revenons à sa question. Alors il faut dire que dans le programme donc, du chef de l'État qui est bâtir avec le PPM Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice, la justice a une place primordiale. Vous allez à la page 24, vous allez trouver ça. Alors la vision du chef de l'État n'est pas combien de juridictions il faut créer. La vision du chef de l'État est de rapprocher la justice du justiciable. Et ce qui est envisagé, c'est qu'à l'horizon 2020, on puisse réduire le rayon moyen d'accès à la justice à 54 km. Et pour atteindre cela, normalement dans nos calculs, il doit y avoir la construction de 6 tribunaux de grande instance, bien évidemment. Nous avons aujourd'hui commencé, nous avons Yakoupela qui est déjà fonctionnel. Nous sommes en train de construire le tribunal de grande instance de Pau et le tribunal de grande instance de Boursa, Côte-d'Ivoire. Mais nous avons aussi estimé qu'il ne faut pas continuer à construire les tribunaux de grande instance et les maisons d'arrêt et de correction. Au regard des questions sécuritaires, nous avons décidé qu'il faut normaliser tous les palais de justice et toutes les maisons d'arrêt et de correction qui n'ont pas de clôture. Donc, nous sommes dans cette Est-ce que c'est une réorientation? Non, ce n'est pas une orientation, parce que j'ai dit l'autre volet, c'est renforcer l'efficacité et l'indépendance. J'allais en venir, donc vous ne pouvez pas renforcer l'efficacité si les gens sont dans la peur. Non, ce que je vais dire, c'est que nous aurons pu peut-être dépasser les 3 TGI que nous sommes en train de construire aujourd'hui, mais compte tenu du fait que nous voulons renforcer ce qui est existant, mais nous avons encore 2020 qui est loin et nous allons le faire. Et par rapport donc au cours d'appel, dans le programme du chef de l'État, il a été demandé de renforcer donc la présence des cours d'appel en voyant la possibilité de construire des cours d'appel dans les chefs-lieux de région. Nous en avons 3 aujourd'hui. Nous sommes en train de réfléchir à la construction d'une 4e cour d'appel. Pour le moment, nous ne sommes pas encore situés sur l'endroit où nous allons le faire, mais ça y est en cours. Il y a le siège des hautes cours. Voilà, pour les hautes cours, d'abord, je dois dire que c'est un dossier qui est géré par le Conseil constitutionnel. Donc avec l'autorisation du président du Conseil constitutionnel et les membres, je vais en parler un peu. Alors, ce dossier est avancé. Les terrains acquis, les études sont en train d'être faites et il y a un processus de financement pour pouvoir les construire. Donc, c'est un dossier qui est en bonne voie, mais qui est géré par le Conseil constitutionnel.
Je crois que sa question ouvre aussi une brèche pour l'accès de la justice aux citoyens. Pour que la justice soit rendue, encore faut-il en tout cas qu'elle soit saisie par le contribuable. Aujourd'hui, on fait le constat qu'il y a quand même un faible recours des justiciables à notre justice burkinabé. Est-ce que l'organisation judiciaire actuelle permet effectivement d'avoir accès, un libre accès des populations aux juges en termes de coûts, en termes d'informations sur le fonctionnement de la justice? Non, M. Sanfo, je vais vous inviter peut-être aussi avec vos auditeurs à lire quand même le tableau de bord et l'annuaire statistique du ministère. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a de plus en plus de saisines des juridictions. Et c'est d'ailleurs ce qui crée un paradoxe. Parce que pendant qu'on critique la justice, mais il y a un engouement vers cette justice. Non seulement la saisine a augmenté, et ça, ce n'est pas des paroles en l'air, je pourrais vous remettre le document, mais il y a beaucoup de décisions qui sont rendues. Mais maintenant, cette question du coût, il a parlé du coût, je pense que ça, c'est un facteur aujourd'hui. Oui, ça est dans le programme du chef de l'État aussi. Si vous m'avez laissé terminer, je reviendrai là-dessus. Vous avez vu dans le reportage que depuis juin 2016, nous avons opérationnalisé le fonds d'assistance judiciaire qui permet aux personnes dites indigentes de pouvoir avoir accès à la justice en se faisant prendre des avocats que l'État paie. Et nous sommes en train, en termes de perspective, de vouloir relire ces textes-là pour prendre en compte toutes les personnes vulnérables, notamment les veuves, les orphelins et les mineurs. Donc, l'État a mis en place un fonds qui appuie les personnes donc indigentes pour pouvoir avoir. Donc, c'est pour ça que j'ai dit pour le chef de l'État, l'idée c'est accessibilité physique, donc rapprocher les distances à parcourir, et c'est pour ça qu'on a prévu un certain nombre de juridictions. L'accessibilité également financière, en permettant à ceux qui n'ont pas les moyens d'y avoir accès. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Bien évidemment, l'accessibilité psychologique qui fait qu'il faut faire en sorte que les gens n'aient pas peur de la justice. Et là, il y a des sensibilisations qui sont faites. Et vous allez voir dans la plupart maintenant de nos palais de justice, nous sommes en train de construire des bureaux d'accueil qui vont permettre d'orienter les gens pour qu'ils puissent avoir facilement accès à la justice. Pour avancer, on va prendre la dernière question d'un citoyen avant de revenir. Est-ce que le ministre est lui-même aujourd'hui satisfait de la question de l'indépendance de la justice, ou bien il y a d'autres actions qu'il est en train d'entreprendre pour renforcer cette indépendance de la justice-là? Alors, comme je le disais tantôt, l'indépendance, ce n'est pas un privilège pour le juge, c'est une exigence de l'état de droit. Et vous savez, tout ce qui est exigence de l'état de droit, ce n'est jamais quelque chose d'acquis définitivement. C'est un idéal, c'est perpétuel. Bien évidemment, je suis content que nous ayons des textes qui permettent aux magistrats d'avoir plus d'indépendance, mais nous savons qu'il faut encore travailler à renforcer. Par exemple, aujourd'hui, le statut de la magistrature et le statut du Conseil supérieur de la magistrature doivent être revus pour être adaptés à la Constitution, parce que ces textes ont été adoptés en août 2015 et c'est en novembre que la Constitution a été modifiée, permettant au Conseil supérieur de la magistrature d'avoir toute la maîtrise de la gestion de la carrière des magistrats. Et donc, nous sommes en train de travailler à renforcer, mais l'indépendance, comme toute liberté, toute valeur, il faut toujours travailler à renforcer, donc il n'y a jamais d'acquis définitif. Donc oui, je suis satisfait, mais il y a nécessité de continuer, bien évidemment, en interpellant les magistrats aussi, à prendre à bras le corps, parce que l'indépendance est avant tout une question personnelle. Alors, Monsieur le ministre, avant de refermer cette première rubrique, on va évoquer à présent la question de la lutte contre la corruption. On a vu encore ces derniers jours des sorties médiatiques et de la SCE et du RENLAC qui présentent en tout cas un tableau très peu reluisant de la situation, mais qui dénonce chaque fois, bien sûr, l'inaction également de l'appareil judiciaire, parce qu'il y a des personnes indélicates qui sont épinglées, des affaires de gros sous qui sont révélées, mais qui ne sont pas suivies de procès. Bon, les personnes incriminées circulent à Ouagadougou. Non, je dois dire, et c'est pour ça que le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou le disait, souvent les principes de la justice ne sont pas connus. Je ne vais pas critiquer le rapport de la SCE, mais lorsqu'on parle d'irrégularité, une irrégularité n'est pas forcément un acte infractionnel. Il peut y avoir une irrégularité au plan de gestion budgétaire, mais sans que ça ne puisse être qualifié d'infraction. Est-ce que ça, ce n'est pas la justice des statuts? Non, ce n'est pas la justice des statuts, c'est au législateur, parce que les infractions sont prédéterminées.
avec des éléments constitutifs. Ce n'est pas le juge qui crée l'infraction. Lui, il analyse des faits. Il constate l'infraction. Non, il constate. Mais pour constater, il faut que les faits puissent être caractérisés. Or, par exemple, je vous donne un exemple. Vous allez faire un audit ou une investigation. On a donné de l'argent à quelqu'un pour installer de l'énergie solaire. Il ne l'a pas fait, il fait un branchement à la Sonabel. Donc, il a des reçus, mais il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Peut-être que pour aller vers la Sonabel, il aurait dû demander à ce qu'on lui permette de changer. Mais vous allez devant le juge, donc vous faites votre constat, vous dites, on ne voit pas de plaques solaires. Donc, il a détourné l'argent. Vous l'envoyez devant le juge, il vient, il montre des reçus qui correspondent à la somme et qui correspondent à un matériel qu'elle a avec la Sonabel. C'est une irrégularité au plan de gestion budgétaire, mais ce n'est pas une infraction. Parce que dans ces cas-là, pour qu'il y ait infraction, il aurait fallu que le monsieur ne soit pas en mesure de représenter ce qu'on lui a remis. Oui, ça, ce sont des cas soutenables. Non, je vous dis, dans beaucoup de cas, M. Sanfo, et d'ailleurs, nous allons bientôt avoir une rencontre avec l'ASC pour travailler sur ces questions. Aujourd'hui, dans beaucoup de cabinets de magistrats, il y a des dossiers qui ne sont pas exploitables. Parce que ce sont des faits qui, sur le plan de la gestion budgétaire, sont des irrégularités, mais qui, au plan infractionnel, au plan pénal, ne sont pas des infractions. Or, c'est ça le danger, de croire qu'on envoie des dossiers devant le juge qui ne juge pas. Parce que le juge est lié par la loi et il étant le dernier rempart, il ne peut pas se contenter de la rumeur, il ne peut pas se contenter de ces gens. Donc, il faut... Sauf qu'on a ici affaire à des dizaines de dossiers de corruption avérés. Oui, même si c'est... Même si les cas que vous venez de citer ne sont pas pris en compte, quand même, on devait avoir un jugement. M. Sanfo, je vais vous dire, moi, quand je n'étais pas encore ministre, j'ai fait une enquête au profit d'une institution. Les juges d'instruction, ils se plaignent. Les dossiers arrivent, ils n'ont pas de fonds. Les juges sont obligés d'aller auditionner des gens. Et quand ils vont auditionner les gens, ils présentent des preuves. Alors, ailleurs, on voit des juges qui s'auto-saisissent même d'un certain nombre de situations. Ici, je pense que c'est... Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille étape par étape. C'est un rêve. Parce que, non, ce n'est pas un rêve. Il y a eu des cas ici, ce n'est pas un rêve. L'auto-saisine au Burkina Faso. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve ici. C'est parce que les juges ne font pas un peu de la publicité sur eux. Il y a beaucoup de dossiers qui ont été gérés parce que soit le procureur a enclenché la procédure lui-même pour que les choses passent. Donc il y a des cas qui existent. Ok, monsieur le ministre, à présent, on est un peu pris par le temps. Nous allons ouvrir la deuxième rubrique. L'incivisme, ils sont nombreux à penser que c'est le mal suprême actuellement au Burkina Faso, défiance de l'autorité et des symboles de l'État. Aucun milieu ne semble épargné à tel enseigne que certains parlent d'un climat d'insurrection permanente. Bref, aperçu de la situation dans ce reportage. Depuis plusieurs années, le gouvernement burkinabé s'investit dans la promotion du civisme. Ainsi, un forum national sur le civisme a été organisé en 2013. Ce qui a permis de faire un diagnostic global sur les actes d'incivisme et de démontrer que ce phénomène touche toutes les tranches d'âge et toutes les couches socio-professionnelles. Les actes d'incivisme sont préjudiciables au développement et à l'exercice des droits humains. Ils se caractérisent par la délinquance, les manifestations violentes accompagnées souvent de destruction de biens publics et privés, le développement de la justice privée, le non-respect des symboles et de l'autorité de l'État, le non-respect des lois de la République, notamment le code de la route. Face aux remous sociaux et à la montée de l'incivisme au Burkina Faso ces dernières années, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, compte restaurer les valeurs civiques et citoyennes à tous les niveaux de la société. C'est ce qui justifie l'institutionnalisation de la Semaine nationale de la citoyenneté qui se tient chaque mois de novembre dans toutes les 13 régions du Burkina. Cette semaine est surtout marquée par l'organisation de plusieurs activités d'information et de sensibilisation sur la citoyenneté, entre autres, des conférences publiques et des panels. Cette manifestation a pour objectif de contribuer à la promotion d'une citoyenneté responsable auprès des populations burkinabées. Aussi, elle suscite la culture du civisme, de la citoyenneté, de la tolérance et de la paix chez les jeunes et les adultes.
Et le civisme se définit comme étant l'attachement à la collectivité dans laquelle on vit, le dévouement au bien commun. C'est une valeur citoyenne qui se manifeste à travers le respect de l'individu pour le bien public, les lois du pays et les institutions de la République. Voilà pour cet état des lieux. Nous vous proposons là également, Monsieur le ministre, de suivre les avis de quelques acteurs. L'État burkinabé a institué une semaine nationale de la citoyenneté, en abrégé SENAC. Et cette semaine permet aux acteurs d'intensifier les activités de sensibilisation sur le civisme, sur la citoyenneté, sur les valeurs fondamentales de notre nation. Malgré les efforts de sensibilisation du gouvernement, des ONG et également des organisations de la société civile, on a l'impression que la situation du civisme régresse dans notre pays. Nous assistons chaque jour à des accidents. Le nombre d'accidents va croissant. Et nous avons l'impression que les gens deviennent de moins en moins tolérants au niveau de la circulation routière. Le gouvernement en matière de promotion du civisme ne fait pas une gouvernance par l'exemple, malheureusement. Parce que lorsqu'on voit les spots qui passent, on voit que l'impression qu'on a, c'est que la question du civisme concerne uniquement les personnes qui brûlent les feux, voilà, les petits commerçants qui ne payent pas leurs impôts. Pourtant, à chaque fois qu'on évoque la question de détournement de deniers publics, qui se chiffre en milliards, c'est des actes d'incivisme. Quand on parle de la fraude fiscale, qui fait perdre à notre pays des dizaines de milliards, c'est des questions de civisme. Quand on parle de magistrats corrompus qu'il faut sanctionner, c'est des questions d'incivisme. Nous, les élèves, on a le droit de gréver, mais pas à détruire les biens publics de l'État, car c'est nous qui vont les réparer encore. Nous disons à l'État de sensibiliser pour mettre en place le civisme dans les écoles. Il faut tout simplement passer par des solutions, publicité à la télé, sensibilisation dans les écoles, faire des programmes éducatifs clairs en matière d'éducation civique et morale. C'est ce qui va faire que la nouvelle génération, les enfants qui sont en train d'apprendre ce que c'est que le civisme aujourd'hui, vont être les dignes représentants du Burkina Faso demain. Dans le cadre de la nouvelle politique sectorielle justice et droits humains, nous avons engagé de grands chantiers. Et le premier chantier, c'est l'éducation aux droits humains. Alors, il s'agira donc pour notre ministère, en collaboration avec les départements ministériels concernés, d'introduire l'enseignement des droits humains et du civisme dans les différents ordres d'enseignement, le primaire, le post-primaire, le secondaire et l'université. Il y a aussi l'introduction de l'enseignement des droits humains et du civisme dans la formation initiale des agents publics de l'État. Voilà, Monsieur le ministre, ces avis, le moins que l'on puisse dire, c'est que quand même il y a véritablement problème sur cette question du civisme au Burkina Faso. Et sur la question, suivant la première question. Monsieur le ministre, que signifie l'incivisme pour le gouvernement? Est-ce qu'il s'agit seulement des délits commis par les gens du peuple pendant des manifestations, ou est-ce que les cas de crimes économiques, des crimes de sang, qui sont des actes inciviques? Si tel est le cas, qu'est-ce que le gouvernement fait pour que ceux qui commettent les crimes économiques, les crimes de sang, qui font des actes d'évasion fiscale, soient punis conformément à la hauteur des actes qu'ils ont commis? Je voudrais rassurer M. Sanou que le gouvernement et lui, voilà, nous avons la même définition de l'incivisme. Si tant que l'incivisme renvoie à tout ce qui est contraire aux lois de la République, et donc aux lois de façon en ce qui nous concerne. Et de ce point de vue, effectivement, les questions de détournement, tout ce qui est contraire à la loi, voilà. Maintenant, donc, que ce soit ceux qui brûlent les feux ou les commerçants ou les acteurs politiques ou administratifs qui posent des actes contraires à la loi, c'est des actes d'incivisme.
Voilà, parce que est-ce que ce n'est pas encore plus criard ou en tout cas plus dramatique quand il s'agit donc de responsables? Parce que c'est eux qui doivent être des modèles, monsieur le ministre. Oui, qu'ils soient des modèles, oui, d'accord. Mais je crois qu'en matière de malfaits, il n'y a pas de hiérarchisation à faire. Parce que si vous commencez à brûler les faits, ça veut dire que demain, vous détournerez. Donc, je crois que ça, il faut dire condamner tout. Que ce soit au niveau des acteurs politiques, au niveau des citoyens ordinaires, il faut condamner tout. Maintenant, qu'est-ce qui est fait? Je dois rappeler que nous avons donc créé 2 pôles spécialisés dans la lutte contre les infractions économiques et financières, dont un au sein du tribunal de grande instance de Ouagadougou et l'autre au sein du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, qui, avec des magistrats qui ont été formés, qui sont spécialisés, qui font se charger vraiment de ces questions. Vous savez que ce sont des questions complexes. Parce que c'est souvent facile de dire on ne lutte pas contre les crimes économiques et financiers. Les magistrats doivent être formés pour pouvoir maîtriser ces aspects-là. Ce n'est pas le droit seulement qui vous permet de savoir pour lire des comptes extra. Bon, donc nous avons créé ces 2 pôles et nous sommes en train de les opérationnaliser. Et ça, c'est un apport du gouvernement pour lutter franchement contre ce qu'ils appellent les crimes économiques et financiers. Donc je vais leur assurer que le gouvernement prend en compte ces volets et nous espérons que d'ici là, lorsque tous les dispositifs vont être mis en place, les magistrats auront toute la latitude et avec plus de facilité pour gérer. Parce qu'il faut qu'il y ait toute une chaîne, depuis la police judiciaire jusqu'au jugement. Et aujourd'hui, le gouvernement, comme vous l'avez vu, a créé récemment une unité d'investigation sur ces actes terroristes. Ok, monsieur le ministre, on va suivre la deuxième question. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites dans votre département ministériel pour accompagner les associations féminines de Gawa dans la promotion du civisme? Alors, je dois dire que d'abord, nous ne faisons pas vraiment de fixation, ni géographique, ni... je pense qu'au-delà de Gawa, c'est peut-être la question valable voilà. Je vais lui rassurer que nous avons au sein de notre ministère une direction de partenariat. C'est cette direction qui est chargée d'être en contact avec les organisations de la société civile. Si elle n'est pas encore enregistrée dans notre base de données, je lui demande de faire la demande et nous appuyons ces associations-là en termes techniques, logistiques, etc. Nous avons même, jusqu'à il y a 2 ans, un fonds que nous mettions à la disposition des associations, mais nous avons estimé qu'il fallait donner une somme consistante, si bien que depuis 2 ans, nous faisons maintenant des appels à projets. Donc si elle est dans notre base de données et qu'elle veut lutter contre l'incivisme, elle pourra justement participer aux appels à projets et pourra être sélectionnée. Ok, on pense que le message est passé. On va écouter la dernière question dans cette rubrique. Monsieur le ministre, ma question c'est de savoir ce qui a été arrêté pour qu'on enseigne le civisme en milieu scolaire. Alors d'abord, je dois dire que d'abord la question du civisme, aujourd'hui nous avons une vision globale. Il s'agit de l'introduction de l'enseignement aux droits humains et au civisme dans le monde scolaire. Déjà, c'est au niveau primaire, ça se fait, mais nous sommes aujourd'hui en lien étroit avec le ministère de l'Éducation nationale pour réfléchir, le débat est très avancé, comment introduire l'enseignement des droits humains et du civisme dans tous les ordres d'enseignement. Et donc, je peux leur assurer que sous peu, nous allons, parce qu'il y a déjà le guide pédagogique qui est là, il y a des documents qui sont produits. Il s'agit maintenant de voir comment on va opérationnaliser ça. Mais déjà au niveau primaire, c'est un acquis. Alors, monsieur le ministre, sur cette question du respect des droits de l'homme, on a vu récemment encore les Korolwego à Ouagadougou avec cette confrontation avec les bouchers à Tangué qui s'est soldée par des morts. On a l'impression que, en tout cas, pendant que ceux qui sont investis de ce pouvoir de la force publique respectent clairement les lois, à côté on a les Korolwego qui sont là et qui ont toujours pignon sur rue et qui entraînent beaucoup de dérives, monsieur le ministre. Non, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des débordements. Nous, au niveau, donc d'abord, côté justice, je dois vous faire savoir qu'il y a des Korolwego qui sont contre qui il y a des procédures qui sont engagées, parce qu'on estime qu'ils ont posé des actes contraires à la loi. Et en matière de droits humains aussi, nous faisons un travail de sensibilisation, mais je peux vous rassurer que chaque fois qu'il y a des débordements, en tout cas, et que les actes qui sont posés sont attentatoires aux droits humains ou sont des actes infractionnels, la justice, en tout cas, fait son travail. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de procédures judiciaires qui sont engagées contre des éléments d'école. Je ne sais pas si vous permettez, j'aimerais revenir sur la question de la promotion du civisme au Burkina Faso. Moi, quand j'entends la politique nationale sur cette question-là, je suis étonné que seulement on se limite
à la question de la CENAC. D'aucuns estiment d'ailleurs que cette CENAC-là doit être revue dans sa forme actuelle parce que dans 15 éditions, tout se déroule de la même façon, c'est des discours, c'est des prix donnés à des jeunes élèves. Aujourd'hui, d'aucuns estiment qu'il faut sévir les cas d'incivisme notoire. Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en termes de... Alors, je dois d'abord dire que la CENAC n'est pas la seule activité de lutte contre l'incivisme. La CENAC est un moment où on s'arrête pour réfléchir et faire des actions intenses. Sinon, mon département fait énormément de travail de sensibilisation. Nous travaillons même avec des journalistes pour qu'ils puissent intégrer ça dans leurs programmes. Et nous travaillons avec beaucoup d'écoles. Donc, il y a un travail de sensibilisation qui est fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère en charge des droits humains, nous, notre rôle, c'est de faire la sensibilisation. Ce n'est pas de faire de la répression. Parce que nous sommes un ministère chargé de la promotion du civisme. Donc, nous menons des actes de sensibilisation et de formation. Bien évidemment, on peut aussi réprimer à travers la loi. Oui, non, ce que je vais dire, c'est parce qu'il faut faire deux choses. Parce que je me rappelle, un de vos confrères m'avait posé la question, il me disait en tant que ministre chargé des droits humains, est-ce que vous allez utiliser le bâton ou la carotte? Et je lui avais dit qu'on utilisait la carotte, il avait mal interprété. Non, le ministre en charge de la promotion civique n'a pas pour rôle de réprimer les actes d'incivisme. Maintenant, si vous me posez la question en tant que ministre en charge de la justice, ça c'est autre chose. Donc, nous avons ces deux volets, faire la sensibilisation et la formation. Maintenant, s'il y a des actes attentatoires qui peuvent être qualifiés d'infraction, la justice s'en saisit. Donc, la CENAC n'est pas la seule activité. Et d'ailleurs, nous sommes aussi dans l'optique de faire une évaluation de la CENAC. Je dois dire d'abord qu'elle a été institutionnalisée l'année passée. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Et il y a des cas concrets quand même. Hein. On a vu ces jeunes qui ont incendié le drapeau du Burkina Faso. Qu'est-ce que la justice a fait à ce niveau-là? Qui circulait cagoulé. Oui, ce que je vais vous dire, c'est qu'au moment où les jeunes incendiaient le drapeau, les actes qu'ils ont posés n'étaient pas considérés comme des infractions. Mais depuis, avec la relecture du code pénal qui a été adopté en mai 2018, nous avons criminalisé ces faits-là. Et dorénavant, si des personnes, des citoyens s'avisent à se comporter de telle sorte contre les armoiries ou les drapeaux, ils seront sanctionnés. Mais vous savez que le juge ne peut pas sévir tant qu'il n'y a pas de loi. Mais cette situation nous a amené à introduire des infractions relatives à ce comportement. Monsieur le ministre, toujours sur cette question du respect des droits de l'homme, on a vu les rapports de Human Rights Watch qui épinglent chaque fois le Burkina Faso dans cette lutte contre le terrorisme. En tout cas, des rapports qui révélé entre griffes des exécutions extrajudiciaires. Je ne sais pas quelle est la réponse que vous avez. Bon, je dois vous dire que jusqu'à présent, au niveau du gouvernement, nous sommes en train, d'abord le premier rapport qui nous avait été transmis, nous avons fait les investigations. Nous n'avons pas vraiment trouvé de cas d'exécution extrajudiciaire. Et nous avons donc informé nos partenaires de ces cas. Ce rapport dont vous parlez récemment, nous n'avons pas encore reçu officiellement au niveau du gouvernement. Lorsque nous allons le recevoir, nous allons engager les procédures nécessaires pour mener des enquêtes. Mais je dois dire que nos éléments des forces de défense et de sécurité se comportent vraiment en professionnels. C'est-à-dire que ils se comportent en professionnels et je pense qu'il faut peut-être éviter aussi de comparer des éléments d'un État qui se défendent à des terroristes qui viennent et qui veulent détruire un État. Il faut peut-être aussi peser les choses, ne pas mettre tous les représentants d'un État sur le même pied que des gens qui sont hors la loi. Mais nous sommes prêts à prendre notre responsabilité. Lorsque nous allons recevoir le rapport, nous mènerons les enquêtes nécessaires et nous en tirerons les conséquences. Alors, monsieur le ministre, on est pris par le temps, mais on s'en voudrait donc de se priver de ce dernier volet actualité. Lukman Sanfo, première question donc sur cette rumeur qui a pris de l'ampleur sur la toile concernant donc votre vie privée. On vous impute un certain nombre de faits, une relation extra-conjugale avec un agent de votre ministère. Depuis, on ne vous a pas entendu. Qu'en est-il exactement, monsieur le ministre? Merci de la question qui porte sur une thématique qui ne me paraît pas être en lien avec la mission qui m'est confiée, mais puisque vous posez la question, je vais juste vous dire que ma sérénité est inébranlable et que la mission qui m'est confiée, je la poursuis sans me laisser distraire par quoi que ce soit. C'est tout ce que je peux vous dire comme réponse. Est-ce que vous voulez dire que ce qui est dit comme allégation, c'est une cabale, ce n'est pas vérifié? C'est ce que vous voulez nous dire? Je vous ai répondu. Monsieur le ministre, est-ce que vous y voyez une manœuvre pour vous déstabiliser? Je vous pose la question. Vous savez, j'ai reçu des coups depuis que je suis dans l'arène publique, depuis que j'étais responsable syndical, si bien que je ne me laisse jamais distraire par rapport à la mission qui m'est confiée. Et j'ai dit que c'est fait
relèvent de ces faits-là pour lesquels je n'ai pas le temps de me laisser distraire parce que la mission qui m'est confiée est encore vaste et donc je préfère continuer tranquillement sans me laisser. Sauf que vous êtes quand même une autorité morale, garant du respect, du strict respect en tout cas de la loi et du droit. Aujourd'hui, ces choses qui sont dites sur vous, ça porte aussi atteinte au respect puisque vous êtes marié légalement à la mairie, donc du respect du droit civil. Aujourd'hui, vous avez cette information qui vient. Est-ce que là, vous n'enfreignez pas un certain nombre de lois? C'est une jurisprudence qui est non, posée. ceux qui disent ça, s'ils pensent que j'ai enfreint la loi, ils n'ont qu'à engager des procédures. Et puis, je ne sais pas pourquoi les gens veulent parler à la place de mon épouse. Pourquoi est-ce que les gens veulent parler à la place de mon épouse? J'ai dit, ce dossier me laisse imperturbable et je continue ma mission. Est-ce qu'il y a quelque chose, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a une part de vérité dans cette rumeur? Je vous ai répondu, je reste imperturbable, je continue ma mission. Alors, monsieur le ministre, on ne va pas trop insister sur la question. Il y a donc également cette crise avec les GSP, les gardes de sécurité pénitentiaire. On a vu donc une crise qui a connu des débordements qui a abouti donc à la révocation de 10 agents gardes de sécurité pénitentiaire. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur ce bras de fer entre votre département et puis les GSP? Bon, je ne sais pas s'il s'agit d'un bras de fer. Je dois dire que d'abord, préciser que les sanctions qui ont été prises n'ont rien à voir avec des atteintes à la liberté syndicale. Ce sont des décisions qui ont été prises par rapport à des débordements que nous avons considérés que ce sont des actes détachables de la liberté syndicale. Nous sommes aujourd'hui, bien évidemment, un certain nombre d'activités ont été reprises, mais les escortes ne sont pas toujours assurées. Nous avons mis en place un comité ad hoc composé d'un certain nombre d'éléments, puisque le bureau actuel étant interdit d'activité ne peut plus exercer, mais nous travaillons et un certain nombre de propositions qui sont faites, et que ce soit tant du gouvernement envers les GSP, donc représentés par le comité ad hoc. Nous travaillons en tout cas à faire en sorte que d'ici là, le dossier, dans tous les cas, des avancements, qui est une réalité, nous n'avons jamais nié, et nous étions toujours depuis, on n'a pas attendu que ce mouvement s'éclenche pour le faire, nous sommes toujours là-dessus, et nous continuons. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, rien que le jeudi ou le vendredi passé, nous nous sommes réunis pour faire le point, et puis nous pensons que d'ici là, les choses vont reprendre pour que le processus continue. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est qu'avec les reversements, il y a eu donc une commission ad hoc qui a été mise en place, qui a fait des classements, et malheureusement, bon, on a voulu régulariser, il se trouve que l'interprétation que nous avons de certains tests n'est pas la même que les financiers, notamment le fait qu'effectivement, dans les actes de reversement, il y a des gens qui ont bénéficié au même moment de 2, 3, 4 échelons. Donc c'est des questions techniques qu'on est en train de résoudre, mais je dois dire qu'il n'y a pas un bras de fer entre le gouvernement et la GSP. Et nous, je félicite d'ailleurs le personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, pour qui nous avons fait beaucoup de choses. Maintenant, il peut arriver des moments d'incompréhension, mais j'ai dit, les sanctions de révocation et autres qui ont été prises n'ont rien à voir avec les atteintes aux libertés syndicales. Comme j'ai vu certains l'écrire ou le dire, ce sont des sanctions contre des débordements qui sont des actes détachables de la liberté syndicale. Oui, mais en tant que garde des Sceaux, vous avez consenti cette révocation, pour ne pas dire vous l'avez motivée. Aujourd'hui, il y a cette déclaration aussi qui a circulé de certains syndicats du monde judiciaire qui estiment qu'il y a en tout cas violation de certaines dispositions en la matière. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans les dispositions à revoir votre... Bon, d'abord je voudrais vous dire que c'est comme la décision et que vous donnez déjà un avis juridique. Ça pose problème. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment personnel dans le traitement de cette question? Parce que c'est proprement votre domicile que vous êtes... Non, il n'y a pas un sentiment personnel. Il n'y a pas un sentiment personnel dans cette décision. J'ai dit la décision qui a été prise, elle est prévue par le statut de la garde de sécurité pénitentiaire. Donc il n'y a pas un sentiment personnel. Je dois vous dire que la décision a été prise non seulement par rapport à ce qui s'est passé chez moi, mais parce que aussi, en son temps, certains directeurs avaient été empêchés d'avoir accès à leur bureau. Ok, Monsieur le ministre, il y a également ce dossier, l'extradition de François Compaoré. Je crois que c'est demain donc qu'on saura si François Compaoré sera extradé au Burkina Faso. Le parquet avait donné un avis favorable donc, lors du dernier jugement. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste quant à l'aboutissement de ce dossier-là? Ah oui, je suis bien optimiste, très optimiste, surtout avec les réquisitions du parquet. Je dois dire qu'en ce qui concerne ce dossier, la justice burkinabé a fait sa part de travail. Et les réquisitions du procureur général
montre qu'effectivement, contrairement à ce que beaucoup de gens disaient, que nous avons envoyé un dossier solide. Maintenant, le dernier mot revient au juge et nous croisons les bras. Nous espérons qu'il suivra en tout cas nos conclusions adoptées par le procureur général qui, à mon avis, a vu juste parce que ce que nous avons dit correspond vraiment, c'est solide, ça correspond à des faits réels, mais le dernier mot revient au juge. Nous espérons que demain... Au-delà de cet optimisme, est-ce que vous avez la capacité d'agir? Parce que vous avez reconnu sur ce plateau qu'il y a certaines questions que la diplomatie peut gérer. Est-ce que du point de vue diplomatique, vous avez la capacité d'agir pour qu'un dénouement soit obtenu? Non, c'est une décision qui va être rendue. Je vous ai dit qu'en matière, quand on parle de gestion diplomatique, ça n'a jamais été que la diplomatie va intervenir auprès du judiciaire. Non, non, non. Nous avons fait notre travail. Il faut savoir d'abord que ce n'est pas le gouvernement qui a monté le dossier, c'est un dossier judiciaire. Maintenant, pour qu'il soit transmis, on a besoin de la voie diplomatique, ça a été fait, mais pas d'ingérence, pas d'intervention, et nous nous en tenons aux règles du droit. Voilà, Monsieur le ministre, je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Merci d'être passé donc, sur le plateau de dialogue avec le gouvernement. Lukman Sanfou, il ne reste plus qu'à dire merci à tous les téléspectateurs qui nous ont donc suivis de bout en bout. Merci pour votre attention et on vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de dialogue avec le gouvernement. Merci à vous.